Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être au rendez-vous. Peu nombreux, mais vous êtes là, malgré cet horaire inhabituel. Et nous sommes très heureux aujourd'hui. C'est la première rencontre de cette 3e édition de BDRama. Donc on est déjà très contents de vous retrouver et de retrouver ce festival qu'on aime beaucoup. Et nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui d'accueillir un invité qui nous vient d'Angleterre et qui a cette année reçu le prix spécial du jury pour ce magnifique et merveilleux roman graphique, Dragman, qui nous a enchantés, publié aux éditions de Noël Graphique, cher monsieur, dont l'éditeur est dans la salle. Et je vous demande donc d'accueillir Steven Appleby, qui nous rejoint. Alors, qui nous rejoint pour une rencontre qui sera animée par Sonia Deschamps, que vous connaissez déjà si vous êtes adepte de BDRama, parce qu'elle a souvent animé les rencontres. Elle est directrice artistique du Festival d'Angoulême, ça tombe particulièrement bien aujourd'hui. Et la traduction sera assurée par Masume Laïdji, qui est quelque part dans la salle. Et cette rencontre va se passer en 2 temps. C'est d'abord Steven qui va ouvrir le bal avec un exposé qu'il va faire debout à cette table, puis il rejoindra Sonia ici même. So now it's your turn. Merci beaucoup. Thank you, Pauline. Anne, sorry. Merci, Anne. Eh bien, bonjour à tous. Je suis désolée de parler presque aucun mot de français, mais merci d'être là. J'ai pensé commencer en parlant de mon travail de façon générale et vous le présenter en partie. J'ai travaillé presque tout le long pour les journaux en faisant des bandes dessinées courtes. Et Dragman a été ma première œuvre plus longue, avec un roman entier. Donc je vais commencer par des obsessions qui ont toujours été les miennes. Je peux dire que tout mon travail vient de mon observation du monde, de la réflexion que j'ai développée dans mon esprit, et ensuite de le repousser dans le monde extérieur vers le public qui a bien voulu le découvrir. Et là, en quelque sorte, vous voyez la façon que j'ai de concevoir le monde avec toutes les possibilités qu'il offre. Des choses qui peuvent être faites, des idées qui peuvent être trouvées. Le premier dessin animé que j'ai fait, c'est pour le magazine New Musical Express dans les années 80. Voici la toute première bande que j'ai dessinée. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. Je dessinais chaque case comme un dessin indépendant. Et donc, je les écrivais, les dessinais séparément et ensuite je les tournais dans tous les sens jusqu'à ce que ça crée une cohérence, un récit, sans qu'il y ait vraiment un début, une fin, une chute. Et donc, l'idée, c'est Captain Star, ce personnage qui est un capitaine qui voyage à travers l'univers et qui découvre des planètes à laquelle il donne des noms et les vend. Et donc, cette démarche extrêmement colonialiste, sans doute, mais aussi de marketing, de merchandising. Et à l'époque, je travaillais avec un graphiste qui faisait des couvertures de disques. Et donc, j'ai fait aussi
des disques, des couvertures de disques pour Duran Duran. J'ai fait des marques de chewing-gum, toutes sortes de choses. Et donc, Captain Star, qui est mon personnage, attend des ordres de la base et ces ordres n'arrivent jamais. Voilà son histoire. Ah, je me suis trompée. Et puis, il se trouve que Captain Star a voyagé, il a été dans des magazines et il s'est même retrouvé sur une jaquette de Pixies. Mais je crois que ce que j'adore, c'est que moi, je puisse inventer quelque chose dans mon esprit, que je le sorte de mon esprit, après il voyage et je ne sais même pas ce qu'il va en advenir. Et là, c'est la première bande dessinée que j'ai faite pour le Guardian. Et donc, comme je dis, c'est Biffette en vacances, donc je faisais un remplacement en quelque sorte. Et une autre de mes obsessions, ce sont les pensées. Et là, je réfléchissais à l'idée des pensées. Le fait que les pensées ne sont pas du tout dans notre tête, au contraire, elles flottent autour de nous et puis après, elles passent par notre cerveau et c'est pour ça que nous partageons beaucoup de notre pensée, par exemple, sur le sens de la vie. Sur le fait que les chats ne réfléchissent pas aux les pensées extraterrestres ou alors des pensées qui vont dans des endroits inintéressants comme dans des plantes. Une autre de mes obsessions, c'est la mort et l'inanité. Et ici, c'est un dessin sur le sens de la mort ou le sens de la vie, ça dépend dans quel sens vous regardez. Encore une autre grande obsession pour moi, c'est celle de la vie ou de la réalité n'étant pas tout à fait explicite, tout ce qui n'est pas vu. Je disais à mon fils récemment, est-ce que ça t'arrive? Tu regardes le monde et tu as l'impression que rien n'est vrai. Il a dit non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je lui ai dit, ah bah zut, alors mon travail n'est pas compris, même pas par mon fils. Mais moi, j'ai parfois cette impression, quand vers 20 ans, j'ai découvert Philip K. Dick, je me suis dit, ah, là, vraiment, je me reconnais dans ça. Et je suis sûre que vous connaissez dans l'œuvre de Philip K. Dick, rien n'est comme les apparences le laissent penser. Et donc là, voilà, vous avez cette maison familiale paisible et en dessous vous avez ce puits sans fond de peur et d'insécurité. Voilà. En haut, vous avez ce qui se passait dans notre maison le matin. Oh, je t'aime, travaille bien à l'école, je t'aime mon papa chéri. Et en dessus, vous avez toutes ces peurs du chien. Toute cette erreur et le fait de vouloir manger son enfant, mais ce sont des peurs qui ne sont pas les miennes, je vous rassure. Et la question de la surface aussi est un thème très important pour moi. Donc ça, c'est la première exposition que j'ai eue avec l'idée que nous ne montrons qu'une partie infime de nous-mêmes, la partie émergée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se passe de commentaires. Voilà, 3 nudistes qui portent des vêtements. Et là aussi, tout cela a été inspiré par le fait que depuis l'âge de 19 ans, je me travestis en secret. Et
personne n'était au courant, c'est en tout cas ce que je pense. Comment allez-vous? Un homme habillé en femme, habillé en homme. Ça, c'est un dessin que j'avais fait pour une expo à mes débuts. Je cherche une date, je ne sais pas s'il y en a une. 1990, il me semble. Donc, j'étais en plein dans ma double vie où je m'habillais en femme de façon secrète. Et donc là, c'était avec un Polaroid. À l'époque, on ne pouvait pas encore utiliser des appareils numériques pour se photographier. Et les secrets, c'est aussi un de mes thèmes de prédilection. Vas-y, donnez-moi tous vos secrets, je les mettrai dans mes dessins. Ça, c'est aussi une expo que j'ai faite. Et une amie de la famille m'a dit que son secret, c'était qu'elle avait perdu sa sœur. Et en fait, elle disait, si on est coincé dans un bateau, quelle est ta sœur que tu aimes le moins et que tu mangerais? Et donc moi, j'avais fait... j'en avais fait une bande dessinée, mais après, évidemment, une fois que les choses sont devenues sérieuses, ça a créé beaucoup de troubles familiaux. Et donc ça, c'est un dessin des mondes superposés. Et là aussi, ça vient des Pixies. C'est une cristallisation de ce que je disais, des mondes différents. Le monde du passé, le monde de la mémoire. Et quand vous prenez un livre, vous rentrez dans le monde du personnage, vous allez dans son monde et lui vous regarde en train de lire. Donc il y a les mondes imaginaires, le futur, l'amour. Je ne sais pas si l'amour est vraiment un monde. Et puis, comme je m'habillais en femme en secret, ça c'est un dessin que j'ai fait aussi pour le magazine Enemy dans une série qui s'appelait Les Mutants. Et j'ai commencé à utiliser les mutants comme une sorte de code, comme ça en m'amusant, comme une façon d'être un peu bizarre, un peu en marge. Et avant l'ère d'Internet, c'était très difficile pour moi d'imaginer qu'il y avait des gens qui avaient les mêmes habitudes que moi. Et donc je me considérais comme une mutante. Et là, vous avez encore Captain Star avec ses fusées et Jones qui est dans sa navette et qui envoie bombe atomique. Ça, c'était ma première exposition. Et j'ai l'habitude des petits formats. Là, c'était bien un peu de se laisser aller à des mutants de grand format. Et ceux-là étaient en plein milieu de la pièce. Et comme ça, les gens pouvaient se faire tirer le portrait en mutant. Ça, c'est un autoportrait. Encore un. J'ai fait toute une série d'œuvres pour une expo et il y avait cette flèche qu'on est censé pouvoir tourner, mais bon, sauf que c'était sous verre, donc on ne pouvait pas le tourner. Donc j'aime bien là aussi les différentes les différents niveaux. C'est censé être interactif, mais en fait, on ne peut pas les utiliser. Ça, c'est beaucoup plus récent, une petite peinture, petit format.
En plus des expos, dans les livres aussi, j'utilisais des clins d'œil sur le travestissement. Et par exemple, là, nous avons une famille de travestis. Et il y a aussi un chien qui fait miaou. Et là aussi, c'est comment améliorer sa vie en jouant une guitare aérienne. Et c'est mon ami George Mould qui l'a écrit. Et ça nous a amusé de me déguiser en Fanny Smith, guitariste. Crocs and Frogs était un spectacle qui a joué dans un tout petit théâtre près de chez moi à Peckham. Là, c'était avant mon coming out. Mais bon, ma famille était déjà au courant à l'époque. So the croc steals the frocks to put them on. Voilà. And this is another picture about worlds, really. Et voici encore une image. Est-ce que je dors ou est-ce que je suis éveillé et tu es endormi, éveillé? Et quand finalement j'ai commencé à être habillée en femme, pas tout à fait comme aujourd'hui, mais quand même tous les jours, même en jean et t-shirt, et donc j'emmenais mes fils à l'école. Et un jour, nous étions dans la voiture et un de leurs copains, une fille, une copine, était en train de dire que sa mère était vraiment lui faisait honte dans les réunions de parents. Et je leur ai dit, oh là là, mes pauvres fils, moi je dois vous faire encore plus honte que cette copine. Bon, j'espère qu'elle n'est pas là. Et ils ont dit, pas du tout, toi tu ne fais pas honte. La maman de Lucinda, elle est horrible parce qu'elle harcèle les profs alors que toi, pas du tout. Et voilà moi, avec mes deux fils, quand ils avaient 14 et 15 ans, je crois. Et tout ça nous conduit à Dragman. Parce que ma vie secrète à moi, c'était le fait de me travestir, mais ça m'a vraiment été le moteur de mon travail. Et donc le personnage de Dragman est apparu dans The Guardian, le dessin que je faisais pour The Guardian il y a 20 ans. Mais au début, c'était une sorte de blague. Il fallait trouver 3 histoires par semaine. Et donc là, j'ai eu l'idée de cet homme qui s'habille en femme et qui leur signale leur mauvais goût vestimentaire et leur donne des conseils vestimentaires pour être plus présentables. Et qui les incite à sortir de la conformité. Donc ça, c'était la première apparition de Dragman. Et bizarrement, j'ai eu une réponse en général. Il n'y a que quand vous parlez des chiens et des chats qu'en Angleterre, on vous envoie des réponses. Mais là, après Dragman, j'ai quand même eu quelques lettres. Non pas qu'il y ait eu des centaines de personnes, mais les gens m'ont demandé de continuer à développer le personnage de Dragman. Et j'étais en train de présenter ça en Angleterre, et là aussi, on m'a demandé d'en faire. Et après, je me suis dit que les super-héros et les travestis de ma génération ont une double vie. Ils sont des hommes
Et une fois par semaine, ils deviennent une femme en s'habillant, ou peut-être une fois par mois ou une fois par an. Et les super-héros aussi ont une autre identité. Donc je trouvais que l'analogie fonctionnait. Je ne sais plus du tout pourquoi j'ai mis cette image de moi quand j'étais petit. C'est juste une façon de me replonger dans mon enfance pour dire d'où venait Dragman et comment j'ai fini comme ça à partir du petit garçon que j'étais. Mais bien sûr, ma mémoire flanche. Il y a des choses dont je me souviens et des choses que je mets dans Dragman, comme qui sait d'où il vient. Mais en tout cas, quand je travaillais sur ce livre, pour le transformer en livre à partir de mes bandes dessinées, j'ai voulu réfléchir à cette expérience de trans telle que je l'avais vécue. Donc, j'ai essayé d'isoler des moments dont je me souviens clairement. Par exemple, je me souviens que j'accrochais les jartelles de ma mère et je crois que ça, j'ai inventé la troisième case qui dit que je me suis dit qu'un jour moi aussi je serai fille, je pourrais le faire. Une autre chose qui est vraie, c'est que j'ai demandé à ma mère de me faire un costume de biche. Et donc elle m'a transformé en Bambi. Elle m'a fait ce costume de Bambi à partir de ses combinaisons de pyjama et puis elle a fait des taches dessus. Mais alors que moi, c'est plutôt un truc dans le genre que je voulais. Un truc de cabaret. Avec des filles habillées en biche, avec des petites queues. Bon, même si ma mère s'est plantée, quand même, je la remercie. Et une autre influence de ma jeunesse était Catwoman. Je voulais être Catwoman. À la fois méchante et merveilleuse. Voilà mes principales influences vestimentaires. Dragman, j'essaie vraiment d'avoir plusieurs niveaux, avoir à la base la réalité d'une expérience de vie de trans qui lui donne un ancrage, mais par-dessus ce niveau-là, je veux qu'il soit amusant, qu'il soit surprenant et avoir une dimension surréaliste, mais aussi que ce soit riche, intéressant, enfin que ce soit tout. Si je meurs juste après, que je ne fais pas d'autres livres, autant tout mettre là-dedans. Et donc là, c'est vraiment la confusion, 25 ans de confusion, afin de comprendre qui je voulais être. Et c'est vraiment ça l'idée de Dragman, c'est devenir ce que l'on souhaite être. Et donc là aussi, il s'agit de confusion, de je ne suis pas homo, moi non plus. Une dimension très vraie de Dragman, c'est ce bas que j'ai trouvé quand j'avais l'âge de 19 ans derrière un canapé dans l'appartement que je partageais avec d'autres types. Et j'ai trouvé ce bas et je l'ai enfilé. Et c'est la première fois que je me suis dit que c'était pas la peine que je me transforme comme par magie en une fille. Je pouvais tout simplement m'habiller en fille. Et voilà, ça c'est le premier jet pour le livre de Dragman. Et là, c'est la version définitive.
Malheureusement, je ne me suis pas envolée, moi. Et donc, ce bar a été le déclencheur de ce sentiment de culpabilité, de peur d'être découvert, de cette dimension secrète. Donc, ces livres de 93 ou de 79 où j'écrivais sur ce sujet-là. Et une fois que j'ai commencé à assumer de sortir en étant habillée en femme, j'avais peur d'aller dans le vrai monde. Donc j'ai découvert les clubs à Londres où je pouvais me rendre. Des clubs que l'on appelle des clubs fétichistes. Parce qu'on est accepté dans ces lieux qui que l'on soit. Et donc, il y avait des balades en bateau sur la Tamise avec ce club. Le seul problème de ces balades, c'est qu'elles duraient 6 heures et il fallait y rester les 6 heures, on ne pouvait pas s'échapper. Et donc, la réalité des clubs aussi, j'ai essayé de la montrer dans Dragman, Pretty Pretty, qui est le club de Dragman. Et ça a été un dessin très rigolo à faire. En travaillant sur le livre, ce que j'ai trouvé très dur, ça a été la durée de ce processus, parce que moi j'ai l'habitude de faire des bandes de 3 ou 4 dessins, et parfois j'ai eu vraiment du mal à m'y atteler, à travailler dessus, et j'en ai parlé à un éditeur qui m'a dit très bien cette idée, et je lui avais dit bon il me faudrait quelques mois pour le faire. Je lui ai dit ça il y a 9 ou 10 ans. Et quand je suis allée passer 2 semaines à Berlin pour essayer de changer d'air, je suis restée dans un petit Airbnb et j'ai fait des petits croquis dans un carnet sur les tenues, sur le genre de crime qu'il essaierait d'éviter. Est-ce que c'est des caca de chiens ou alors est-ce que c'est sauver le monde? Et j'ai bien avancé, donc même s'il y a cette séquence que toute personne trans de mon âge a souvent fait, c'est le fait de me sentir honteux, de me sentir malade, d'être persuadé d'être un pervers, d'être dégoûtant, d'être ridicule. Ce qui est le pire de tout. Et du coup, de tout jeter à la poubelle, ça m'est arrivé un certain nombre de fois et tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit la même chose. Donc voilà ce que j'ai voulu mettre dans le livre, et j'ai reçu des lettres de gens qui m'ont dit qu'ils ont vécu la même expérience un grand nombre de fois dans leur vie. Et puis j'allais souvent dans une cabane chez ma cousine qui a fait construire cette petite cabane dans les bois derrière chez elle, et donc je peux aller là avec ma gourde de café et travailler. Et je continuais comme ça d'avancer petit à petit, et puis j'ai eu une expo au New Yorker avec ma copine Karen, et là l'accrochage s'est fait, il y a eu le vernissage et on était resté 3 jours de plus. Et le premier soir, on a commencé à boire des coups dans un bar. Elle m'a dit alors ton livre. J'ai dit oh là là, m'en parle pas, j'arrive pas à trouver le personnage, j'arrive pas à lui donner chair.
Et elle m'a vraiment donné un coup de pied au cul. Elle m'a dit, mais enfin, vas-y, t'es trop nul, vas-y, avance. Et ça m'a mis de mauvais poils. Je me suis allée faire un tour. Et quand je suis revenue, je lui ai demandé de m'excuser, de m'être énervée. Et puis on s'est rabiboché, on est retourné à l'appart. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, tout d'un coup, j'ai commencé à écrire dans ce carnet toute la séquence de flashbacks, si vous avez lu le livre, sur August Cribb qui va au musée. Et la petite fille qui tombe du toit. Et voilà la séquence où la petite tombe. Il y a des choses très importantes pour moi dans cette séquence, comme la vente d'âmes et Goldfish Boy. Et tout ça, ça a découlé de ma plume ou de mon cerveau, je ne sais pas. Et Karen s'est réveillée, je lui ai dit, je suis en train de travailler, ça y est, je m'y suis mis. Et là, ça a été le moment déclencheur. Donc, je crois que je vais repartir en vacances avec elle parce que je suis de nouveau bloquée. J'ai même fait le croquis de la petite qui tombe dans le cahier ce jour-là. Et puis finalement, j'ai pu aller chez moi, dans mon atelier, me mettre au travail. Et une des choses vraiment importantes que j'ai trouvées très utile, c'est le fils d'un copain qui avait 15 ans et qui avait été voir un film, je ne sais pas quel film. Et elle lui a demandé ce qu'il a pensé du film. Il a dit que c'était un film ambitieux, mais qui faisait pas envie, qui n'était pas enthousiasmant. Et moi, je me suis dit, voilà, moi, je veux que ça soit à la fois ambitieux et enthousiasmant. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à créer le personnage de Duck Girl, parce que Crimp se sent peu honnête vis-à-vis de sa femme. Et donc, c'était important pour moi d'avoir un autre personnage qui soit complètement transparent, sincère. Donc, il dit, est-ce que tu as un autre nom? Il dit, ben non, je n'ai pas d'identité secrète. Je suis Duck Girl. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Early rough cover. The idea that you take the dust jacket off, which is the male cover, and underneath is the female one. C'est intéressant d'avoir deux couvertures, une mâle, une femelle, et un autre dessin très important pour moi, parce que j'avais une section d'une quarantaine de pages que j'allais montrer à mon agent, et avant je l'ai montré à un copain qui l'a regardé et qui m'a dit c'est super, c'est vraiment bien. Je lui ai dit oui, et alors quoi? Il a dit c'est juste que des gens comme toi qui ont une femme et des enfants, alors que August Crimp est célibataire, ça va pas. Et je me suis dit, c'est vrai, il a raison, un dragman ne peut pas être célibataire. Et j'ai dit, d'accord, je vais me remettre au travail et lui créer une famille. Il avait raison. Et il m'a dit, mais aussi, j'ai dit quoi? Il a dit, mais je croyais que tu as commencé avec un dessin de dragman qui devrait se retrouver comme ça sur une hauteur. Et j'ai dit oui, il a raison, donc ça aussi je l'ai fait. Et donc j'ai terminé avec quelques dessins, les croquis premiers, puis la façon dont finalement ils sont apparus dans la BD. Vous voyez que je suis nulle en perspective, mais c'est peut-être moi qui suis mal placée là pour le voir.
Au début, quand je travaillais, j'avais l'impression que je pouvais l'écrire comme un scénario. Mais après, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je fasse les dessins pour pouvoir travailler sur le rythme. Parfois, il y a besoin de plus grandes pauses. Nicola, ma femme, que je devrais appeler mon ex, mais nous sommes toujours très proches, c'est elle qui a fait les couleurs, les aquarelles. Et moi, j'avais dessiné des oiseaux quelconques. Et elle, en les peignant, les a transformés en perroquets. Donc, il a fallu que je redessine les dessins pour en faire des perroquets. Ce qui me convient. Là aussi, c'est quelque chose d'assez important. C'est qu'un jour, il en a marre d'être dans le secret et de porter des masques. Naomi, if you could play the film, and then with this little... À cette époque, la science a prouvé l'existence de l'âme humaine. Des super-héros patrouillent dans le ciel de Londres, mais ne sauvent que ceux qui peuvent s'offrir leur protection. Auguste Crimp a une vie secrète. Quand il met une robe, il peut voler et devient Dragman. Redoutant le ridicule, il n'en parle à personne, pas même à sa femme. Jusqu'au jour où une petite fille, Cherry Mingle, tombe du toit-terrasse du musée d'art moderne, obligeant Auguste à voler à son secours, sous l'œil ébahi de centaines de témoins. Dès lors, la vie d'Auguste Crimp ne sera plus jamais la même. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant de vous écouter, Steven. Il nous reste une vingtaine de minutes, donc bien évidemment, je vais vous passer la parole dans quelques instants pour que vous puissiez échanger avec Steven. Mais quelques petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir par rapport à tout ce que vous nous avez raconté. Peut-être d'un mot, vous évoquiez Nicolas, il y a quelques instants, vous évoquiez comment est-ce que Dragman était très, très lié à votre vie, cette découverte des collants dans le canapé. Mais il y a une chose justement qui est une différence justement avec Nicolas, puisque votre personnage cache à sa femme et à son enfant son passé finalement de Dragman. Il lui cache des choses, même si on voit qu'à un moment donné, vous l'avez montré dans les images, il a très envie de dire bon allez, fini avec les secrets. Et je lis dans un entretien que vous avez donné il y a quelques jours, je crois, pour le magazine Têtu, que justement avec Nicolas, ce n'était pas ce qui s'était passé, qu'il y avait eu justement cette volonté de tout dire très très rapidement. C'est une différence entre Dragman et vous. Yes, that's a huge Oui, difference. en effet, c'est une différence énorme. That was a huge difference. C'est une grande différence, en effet. Hidden my cross-dressing from J'avais caché cette
tendance du travestissement à ma copine précédente, et puis je me posais des questions sur ma sexualité. Je ne savais pas en fait si j'étais attirée par les hommes ou les femmes. Alors que Nicola, elle est charpentière comme Mary dans le film, et je l'ai rencontrée parce qu'on me l'a recommandée pour qu'elle vienne dans mon appartement et qu'elle fasse des étagères, une bibliothèque. Elle est venue, elle a fait des étagères magnifiques et on s'entendait super bien. Et donc, je lui ai trouvé plein d'autres boulots à faire. J'ai même dû inventer des choses pour qu'elle revienne et qu'on déjeune ensemble. Au début, elle me posait des questions et je lui ai dit je suis homo parce que je savais pas en fait, j'étais pas bien sûre. Mais bon. Donc on est tombé amoureux. Et je me suis dit je dois être sincère avec elle. Et donc je lui ai dit que je me travestissais. Elle a trouvé ça amusant et que c'était chouette. Et donc on allait ensemble acheter des vêtements. Elle me disait ah non ça te va pas, t'es ridicule. Et tu devrais plutôt essayer ça. Là, cette couleur de rouge à lèvres, c'est complètement nul. Et même maintenant, elle dit ça. Même si on est séparés, elle dit, mais qui c'est que ce truc? Donc, en gros, la femme d'August Crimp a le même métier parce que c'est le meilleur métier possible. Je lui en ai donné plein d'autres, mais j'ai demandé à Nicolas, est-ce que ça te va si je lui donne le même métier, même si tout le monde saura que c'est toi? Elle a dit, mais oui, ça va, tu peux. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on est toujours très amis avec Nicolas, on va en vacances ensemble. On a élevé nos enfants ensemble, même si on s'est séparés quand ils étaient assez petits, mais on partage la même maison pour les élever ensemble. Donc on n'a pas coupé les ponts. Justement, on ne s'est pas fâché parce que j'ai été aussi sincère que possible dès le départ. J'étais perdue, mais au moins j'ai été honnête et transparent. Vous avez évoqué l'influence de Catwoman. Vous avez évoqué votre amour pour Catwoman, mais je crois que savoir qu'hormis cette super-héroïne, les super-héros, c'est pas trop votre truc. Vous n'aimez pas tellement ça, généralement. Yeah, interesting. Oui, c'est intéressant. Je crois que j'aimais bien les super-héros qui avaient des défauts humains, comme Spider-Man ou Daredevil. Dans les comics que j'ai lus, c'était cela. Mais ce dont je me souviens, c'est les DC Superheroes. Les modernes, je ne les connais pas, mais Batman, Catwoman, bon, ils ne me reviennent pas tous, mais je les aimais bien parce que c'était plutôt des archétypes. Ils ont des ancrages très, très profonds, vous voyez ce que je veux dire? Alors que les plus modernes, même s'ils sont conçus de façon très, très belle et très parfaite, et d'avoir voulu les décrire comme des marginaux, pour moi, ils sont moins profonds. Est-ce que je vous réponds? Complètement. Catwoman, Et justement, puisqu'on parle d'œuvres de fiction, vous avez évoqué Philippe K. Dick et comment est-ce que vous avez aimé ces livres. J'aimerais qu'on remonte encore un petit peu plus en arrière, puisque vous avez commencé votre présentation en parlant des premiers travaux, mais j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de ce qui vous a donné envie précisément de raconter des histoires et de raconter des histoires en bande dessinée. Et j'ai lu notamment qu'un livre avait été important pour vous, un livre d'Arthur Ransom, que je ne connaissais pas, Swallows and Amazons. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces œuvres de fiction, peut-être ce titre, mais peut-être d'autres, qui, encore plus jeunes, vous ont donné envie de, à votre tour, créer, vous ont donné l'autorisation finalement de raconter des histoires? Yes, well,
Oui, bien sûr. Je vivais dans les livres et dans le monde imaginaire. J'ai eu la chance de grandir à la campagne, dans un endroit où il y avait une grande maison avec le toit qui fuyait dans le garage. Et il y avait des locaux pour des troupes de théâtre dont le matériel était stocké dans un de ces locaux. Et le livre de Arthur Ransom, je crois qu'il date des années 20 ou 30. Et les Hirondelles et les Amazones, c'est l'histoire de deux groupes d'enfants qui passaient leurs vacances dans le nord de l'Angleterre, dans le Lake Districts. Et les parents, ils sont pas tellement là. Les enfants ont le droit d'aller sur une île et camper là-bas. Et donc, ils prennent leur bateau qui s'appelle l'Hirondelle. Il y a deux pirates qui s'appellent Peggy et Nancy. Capitaine Nancy, et donc elles font des traversées sur leur bateau. Et ça a été ce que j'ai vraiment emprunté à ces livres, c'est le fait qu'ils recréent leur monde. Ils redessinent la carte du monde, ils changent les noms des gens, ils changent les noms des îles. Il y a un homme qu'il décide d'appeler Captain Flint. Donc c'était l'idée qu'on peut prendre le monde réel et se l'approprier, le renommer. Et je trouvais ça très puissant. Et quand moi j'utilise un prénom féminin, c'est Nancy qui me vient de Captain Nancy de ce livre, puisqu'on on jouait aux personnages des Hirondelles et des Amazones. Mais il y a aussi Charles Addams de Addams Family qui m'a beaucoup influencé, parce que mes parents avaient des livres de New Yorker, parce que ma mère était canadienne, c'était très exotique pour moi tout ça. Et ma grand-mère au Canada nous envoyait les parties, en fait, elle coupait les bandes dessinées dans les journaux canadiens. Elle en faisait des rouleaux qu'elle nous envoyait de temps en temps. Et donc, il y avait Archie, Little Abner, Ronald Saul. Donc, moi, j'aimais beaucoup ces mondes inventés et je me disais que moi aussi, j'avais envie d'entrer en relation avec ces gens qui peuvent inventer des mondes. On est en plein dans le festival BDRama. Le festival BDRama explore les liens entre bande dessinée et cinéma. Est-ce que le cinéma aussi a pu avoir une influence sur votre création? En tout cas, est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous avez le sentiment que des films ont pu nourrir votre univers et ont pu, comme l'ont fait certains livres, vous donner l'autorisation d'explorer des mondes différents? Well, definitely. I mean, oui, certainement. J'aurais du mal à vraiment les nommer, les identifier. Mais c'est une influence immense pour plein de gens, surtout quand je vois Twin Peaks, qui est la série télévisée. Mais j'adore cette façon qu'a David Lynch de se déplacer du monde réel, mais ça paraît quand même juste, ça paraît vrai. Et puis la façon dont il pénètre en dessous de la surface, comme il fait dans Blue Velvet, cette apparence très normale, et puis ce qui est au-delà de cette apparence. Mais aussi d'autres films comme Blade Runner. Tout d'un coup, j'ai un blanc, mais oui, bien sûr. The names will come. Yeah. I'm sorry I took so long. Pardon, si non, c'était trop long. It was fascinating, so no problem. Okay. Et justement, puisqu'on parle de cinéma, puisqu'on parle d'images animées,
Juste avant cette rencontre, vous m'avez montré quelques petites images de Captain Star. Vous avez commencé cette présentation avec le strip Captain Star, mais il existe aussi une série d'animations Captain Star. Comment est-ce que ce projet s'est fait et qu'est-ce que ça vous a apporté? En tout cas, quel plaisir vous avez pris, quel plaisir sans doute différent que celui de la bande dessinée vous avez pris à réfléchir ces films d'animation? Yeah, well, one of the things that I really like is when other people get involved. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quand d'autres personnes s'embarquent dans le projet avec moi. Et là, quand Dragman il a été question qu'on en fasse un projet pour la télévision. Ça, je ne sais pas du tout si ça se fera, je n'y crois pas. Mais là, quand il y a cette idée de développement pour faire plus d'épisodes, je trouve ça très enthousiasmant. Ça ne me déplaît pas, loin de là. Et pour Captain Star, c'était vraiment très amusant. J'ai rencontré un auteur magnifique qui est connu en Angleterre, peut-être pas ailleurs, et il a vraiment développé ce personnage parce que dans mes strips, dans mes bandes dessinées, c'est plus limité. Je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, lui, il l'a développé, il lui donne plus de perspectives. Tous mes personnages semblent obsessionnels. Lui, il est obsédé par la propreté. Donc, bon, pardon, je dérive. Vous pouvez regarder sur YouTube, ce sont les épisodes en version originale, mais il y a effectivement les épisodes qui sont en ligne. On évoquait les influences qu'avaient pu être certains écrivains. J'aimerais que d'un mot, et après bien évidemment je vais vous passer la parole, mais que d'un mot, on parle peut-être de ces études que vous avez faites au Royal College of Art, et notamment, il me semble que vous avez eu comme professeur ou comme tuteur Quentin Blake. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'influence qu'il a pu avoir justement sur votre travail, sur vos œuvres? Yeah, well, Quentin était vraiment génial. L'influence principale qu'il a eue sur moi, en quelque sorte, c'était le fait de nous encourager à être nous-mêmes. Puisque moi, j'ai eu toute une période à l'école à chercher d'inventer un style, trouver un style. Et puis surtout, je cherchais à faire des travaux qui soient effrayants, que ça repousse les gens. J'arrive pas à ouvrir cette bouteille. Avec une main, c'est dur. Merci beaucoup. Sorry, I'm digressing again. I'll get back to the... Pardon, je suis encore en train de faire des digressions. Donc, une fois, j'ai fait un dessin pour un projet à l'école et que je trouvais sinistre et vraiment très sombre. Mais quand je l'ai accroché au mur, tout le monde a éclaté de rire. Et moi, ça m'a vexé, mais en même temps flatté que ça leur ait plu. Et puis, c'est ce qui se passe toujours avec mon travail. C'est que même quand j'essaie de lui donner un aspect assez sombre, ça fait rire les gens. Et ce que Quentin a vraiment encouragé en nous, c'est laissez-vous, exprimez-vous spontanément, naturellement. Je ne sais pas, aujourd'hui je ne trouve pas mes mots, peut-être que l'interprète va arranger ça, mais j'espère. Mais ayez votre propre écriture, ayez votre propre identité, ne cachez pas votre personnalité. Laissez votre personnalité s'exprimer. Ça, c'était essentiel. Et un autre aspect, c'est que je travaillais sur des planches assez
épaisse, et donc il fallait y poser une feuille, écrire, effacer, réécrire. Et lui, il a dit, mais prenez des choses beaucoup plus fines et puis faites un dessin qui soit vraiment sur des écrans et griffonnez quelque chose qui se voit à peine et après vous passez à l'encre dessus. Et là, ça donne un premier esprit, un positionnement. Et donc, il y a quelque chose de très relâché, de très souple. Donc, si vous connaissez son travail, vous savez qu'il y a cette dimension très relâchée. Et moi aussi, je l'ai fait. Donc, par exemple, Dragman, quand je montrais mon premier jet, je le mettrais sur ces écrans. Et après, j'ai fait la version à l'encre pour que ça garde cette fraîcheur. Du Royal College, je parlais de vos études. Je crois savoir que pour votre père, qui est un ancien formateur de pilote pendant la guerre, devenir artiste, c'était pas franchement une voie à suivre. Yes, well. Oui, bon. Lui, il a été pilote pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère au Canada et puis elle est venue en Angleterre avec un convoi de bateaux qui était une histoire qu'on lui demandait tout le temps de nous raconter quand on était petits. Et la tempête et ces bateaux qui ont été séparés. Mon père, quand moi je l'ai connu, il avait une carrière de pierre, de taille de pierre. Et donc, quand je lui ai dit que je voulais devenir un artiste parce que j'aimais dessiner, donc je me suis dit, bon, c'est un peu léger de dire je veux devenir artiste. Et lui, il a dit non, il faut que tu apprennes un travail. On ne te demande pas d'aimer ton travail. Moi, j'ai jamais aimé mon travail. Ça m'arrivait peut-être 10% du temps d'aimer mon travail. Un métier, c'est fait pour gagner de l'argent, s'acheter à manger et en vacances, tu t'amuses. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai fait du forcing et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Il m'a coupé les vifs, mais bon, c'était comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est que bien des années plus tard, je pense qu'il était déjà mort et je parlais à mes frères et sœurs et ils m'ont dit que le fait que moi, j'ai fait ce que j'avais voulu, eux, ils ont senti qu'ils avaient dû rester un peu plus sur les rails. Et moi, je m'étais jamais dit que mes frères et sœurs, peut-être... il y avait eu cette conséquence sur leur vie, qu'eux avaient dû suivre une voie. Je disais heureusement pour nous, puisqu'aujourd'hui on peut donc vous lire. Je vois qu'il est déjà un peu plus de 18 heures. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous dans la salle ont des questions pour Steven? Oui, Mihol? Oh, thank you. Yeah, I have a question. I'm still surprised. Je suis encore surpris que vous en ayant Quentin Blake pour un prof. C'est pour prof, ça c'est génial. Mais on peut faire un choix ou un autre. Coral Island, par exemple. Ça a donné Lord of Flies. Il en a fait quelque chose de très sombre. Mais vous, en fonction de, en dépit de toute la peur que vous exprimez, qu'est-ce qui a été votre moteur? Vous en parlez comme si l'humour chez vous était fortuit, accidentel, alors que c'est pas vrai. Comment c'est arrivé en fait? D'où est-ce que ça vient? C'est vrai, je me suis jamais posé la question. En quelque sorte, je suis drôle un peu de façon fortuite.
parce qu'il y a des mystères pour moi, en fait. Par exemple, s'il y a un tableau que vous demandez de dessiner, comme Quentin Blake, je peux faire juste 2 points pour des yeux, et puis c'est surtout des émotions, en fait, ou le langage corporel, même si leurs leurs bras sont trop longs, c'est l'esprit, l'émotion qui s'en dégage. Et ça, pour moi, c'est un mystère. Je ne comprends pas très bien comment ça marche. Si je me dis que je veux dessiner quelqu'un qui a l'air à la fois énervé, mais à la fois décontenancé, je ne sais pas trop comment. Bon, alors, l'humour, j'aime bien ce qui est drôle, en fait, et comme Charles Adams et Ronald Searle. Et puis plein d'autres gens. Ou Robert Crumb. Ronald Searle, la plupart de ce qu'il a fait, surtout au début de sa carrière, c'est vraiment très très sombre. Moi, je ne serais pas capable de faire la moitié de ce qu'il a fait. I think it came from that. There's something really great about the collision, maybe, of. Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est la confrontation entre l'humour, la collision entre l'humour et quelque chose de dérangeant. Là aussi, j'en reviens à David Lynch. Il y a beaucoup de choses drôles dans ce qu'il fait. Je ne peux pas vraiment vous fournir de réponses plus précises. Mais souvent, quand les gens regardent mes comic strips, par exemple, je les montre à Nicolas, mon épouse, ou à d'autres gens. Quand je travaillais sur Durand, par exemple, Captain Star, après cette période-là, au début. Et donc, je leur montrais, ou Malcolm Garrett, ça les faisait rire, les premières personnes qui regardaient. Je disais, mais qu'est-ce qui vous fait rire? Et ils disaient, je sais pas, c'est bizarre la façon dont tu as dessiné quelqu'un ou une expression que tu as utilisée. Donc moi-même, je n'étais pas tout à fait sûre que ce soit drôle. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Jean-Luc Fromental, qui est donc l'éditeur de Steven. Juste pour élaborer, je vais le faire en français, juste pour élaborer sur ce qui a été dit là, c'est que c'est quand même lié à un type d'humour anglais, et spécialement dans le dessin. Moi, je ne trouve pas du tout que Quentin Blake, par exemple, soit un auteur si amusant que ça. Il est convulsif, il est très inquiétant et très dérangeant. Hein, et les textes de Roald Dahl, qu'il a beaucoup illustrés, sont jamais simplement des textes drôles. Il y a des choses horribles qui sont sous-jacentes. Et je voulais demander simplement si ce n'est pas une manière de se relier aussi à une tradition anglaise. Si on pense à Raymond Briggs, par exemple, qui est aussi quelqu'un qui est très proche de Steven dans le style, il y a une gravité et une horreur, au fond, des choses qui est proche. Donc ça s'inscrit vraiment, je pense, dans une tradition anglaise qui est même beaucoup plus longue que ça. Je veux dire, de Hogarth, que Posy Simmonds revendique comme un maître absolu, qui était ce caricaturiste qui représentait la vie des prostituées d'une façon caricaturale. Donc, est-ce que c'est pas une façon simplement d'être britannique? Voilà. Peut-être, oui, il y a de ça, peut-être. Je ne sais pas si Quentin était vraiment dérangeant, mais oui, Roald Dahl. En effet, oui, oui. Oui. Yes, Roald Dahl is I like his work too. J'aime bien le travail de Roald Dahl aussi. Ce mélange de drôle et de dérangeant. Peut-être que c'est une tradition, il faut que j'y réfléchisse. Merci beaucoup, Steven. Il y a encore une... allez-y, bien sûr. I'll try it in English.
No, if it doesn't work, I'll switch to French. Just to go back to what you said about. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, le fait de se sentir comme un type bizarre parce que vous habillez en femme, c'est peut-être stupide comme question, mais qu'est-ce que ça fait de voir ce que nous voyons aujourd'hui? Le fait que les trans ont plus de droits, sont plus visibles, sont plus acceptés, mieux compris. Qu'est-ce que ça vous fait? Je n'ai pas connu l'expérience où ce n'était pas le cas, où les trans n'avaient pas ce droit de visibilité, mais c'est peut-être une question simple, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir expérimenté l'ère du terme de l'époque et celle actuelle? Nous en parlons comme si c'était quelque chose d'évident, mais qu'est-ce que ça fait d'avoir vécu une époque où ce n'était pas le cas? C'est vrai, c'est une question intéressante. Je pense que c'est extraordinaire. Aujourd'hui, à l'époque, on parle des années 70, 80, le début des années 90. En Angleterre, être homo n'a été rendu légal qu'en 77, quand j'avais 11 ans. Je pense que je mis des bas à peine 10 ans après. Donc, être travesti était considéré comme une déviance sexuelle. Et donc, c'était... Bon, là aussi, c'est les antipodes britanniques. Donc, il y a aussi toujours eu cette tradition en pantomime d'hommes habillés en femmes ou de femmes habillées en hommes. Mais ça avait les seuls modèles que l'on avait étaient des modèles comiques. Et souvent quelque chose de laid, comme les sœurs Mosh Ugly Sisters en pantomime. Et donc, il y avait cette idée d'être un pervers, un gars bizarre. Et quelque chose qui m'a beaucoup touchée, que mon père m'a dit une fois, on roulait en voiture ensemble, je devais avoir 20 ans. Et c'était très bizarre. Tout d'un coup, il m'a dit, si tu es homo, c'est pour moi et maman, c'est pas un problème, on t'aimera quand même. Et moi, j'ai coupé court parce que ça me gênait tellement qu'il me dise ça. Je lui ai dit, mais pas du tout, papa, je suis pas homo. Et il y a eu cette espèce de silence très embarrassé, alors que j'aurais dû lui dire, mais j'en sais rien, je suis paumée. Et ça aurait été une conversation intéressante. Et j'aurais voulu lui... pourquoi il me disait ça? Je ne sais pas du tout. Je n'ai jamais posé la question. Donc peut-être qu'ils auraient accepté, même si ça les avait inquiétés. Aujourd'hui, j'ai un neveu trans qui a 22 ans. Donc j'ai vu aussi les difficultés que lui a eues d'être un garçon assez petit, avec une voix très féminine. Donc il y a de grandes difficultés et c'est quelque chose que l'on approche de façon que très récemment, et j'espère que tout ça va finir par se résoudre. Mais bien sûr, je trouve ça génial qu'aujourd'hui les gens puissent être ce qu'ils veulent être, ou qu'ils peuvent au moins essayer des identités pour se faire une idée, pour décider. Je trouve ça vraiment bien. Un beau mot de la fin. It's really great. Merci beaucoup, Steven. It's been a pleasure. Thank you. Merci. Merci.